Chers amis de la matinale Tocsin, voilà, comme tous les vendredis, vous allez bénéficier, chers amis, vous avez bien fait de rester ce matin pour le grand entretien. Vous savez que j'aime faire un grand entretien tous les vendredis matins et je suis très heureux d'être là. Et ce matin, on reçoit Jean-Louis Zambert. Salut Jean-Louis, comment vas-tu? Salut Nicolas, et toi? Ben, je suis en pleine forme, je te reçois pour une nouvelle fois. Je te présente déjà, hein, toi tu es journaliste d'investigation, tu as pas mal de livres à ton actif, on t'a déjà reçu à plusieurs reprises sur Tocsin dans le grand entretien. Et ce matin, ben, ça y est, tu as recommencé, tu n'as pas pu t'empêcher, tu as commis un nouveau livre. Voilà, Jean-Louis Zambert, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe, vraiment un sujet passionnant qui est criant d'actualité et on va en parler ce matin. Tu peux pas t'empêcher de faire des livres comme ça où tu Ah dévoiles non, des parce que si tu veux, j'ai commencé, je suis venu au journalisme au départ, moi, parce que je ouais. voulais expliquer des choses justement qui relevaient de l'économie, qui étaient compliquées. Hmm. Et je me disais, il faut mettre à la portée, c'était dans les 72-75, et bon, tout ce qui était économique, ça relevait un peu, c'était la presse spécialisée, les Ouais. échos, etc., quoi. Mais quand tu avais des fermetures d'entreprises rentables, je me dis, il y a quand même des choses qu'il faut expliquer aux gens, qui concernent la lecture d'un bilan, qui Ouais. concernent le rapport des syndicats avec les dirigeants d'entreprise, l'organisation d'entreprise, etc. Hmm. Donc, je suis venu avec cette volonté et la première grande enquête que j'ai faite, c'était sur le crash boursier de la place de Genève, Mhm. qui dure des années 92 à 95, qui était le plus grand crash boursier d'Europe et qui a été étouffé en 3 jours par une cour correctionnelle sans jury. Donc, ça m'a intéressé parce que si tu veux, dans cette affaire, j'ai vu toute la complexité. Je trouve par exemple une banque coopérative, le Crédit Agricole à Genève, qui est mêlée à cette affaire avec le Crédit Lyonnais, la Société Générale et l'autre. Donc, mais quand tu rentres là-dedans, automatiquement, c'est un peu comme un pulse, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas très vite au centre du pouvoir financier Ouais. et tout se met. Moi, je vais au départ sur le crash financier de la place de Genève, mais je trouve le Crédit Agricole. Bon, la question, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que fait un groupe qui est d'origine coopérative dans cette affaire à Genève, où il y a plus de 40 banques qui sont impliquées, dont aucune ne dépose plainte et qui ont toutes des filiales dans les places offshore. Donc, à partir de là, après, j'enquête sur le Crédit Agricole. Dans le cadre du Crédit Agricole, après, je trouve le Crédit Lyonnais et les rapports après entre pouvoir politique, magistrature et banquier. Donc il y a tout, c'est une continuation, une continuité, si tu veux, Ouais. dans l'enquête qui s'est faite. Et quand Hmm. j'ai commencé à travailler sur les destructeurs, que je me suis intéressé à Hmm. comment l'oligarchie l'oligarchie financière, qui est par ailleurs passionnante à étudier, place des hommes à des postes à responsabilité au sein des appareils d'État ou au sein de grandes entreprises, de grandes sociétés transnationales. J'ai fait évidemment l'enquête, alors à partir du cas Ouais. français, sur Emmanuel Macron, les destructeurs, mais Ouais. ça vaut pour d'autres pays. Et à partir de là, j'ai été sur Bilan Noir, qui a été mon enquête plus spécifique sur l'Union européenne. Et sur cette C'est Union un très européenne, très bon, bon livre, hein. Je vous invite, chers amis, hein. On va vous mettre la couverture, Bilan Noir. Moi, je l'ai lu, je l'ai relu 2 fois cet été. On en avait parlé parce que je t'avais reçu à ce sujet sur Bilan Noir. C'est vraiment passionnant, hein, Bilan Noir, hein. ouais, c'est parce que si tu veux, je Ouais. suis parti de la communication de l'Union européenne sur l'agriculture, sur la santé, sur l'emploi, tu as vu, et Ouais. après je montre dans la réalité des faits comment ce discours est mensonger et quelle est la réalité de la politique de l'Union européenne, en m'appuyant y compris sur des sources gouvernementales, que ce soit France Stratégie, de services qui travaillent pour le Premier ministre, Ouais. l'INSEE, etc. Donc, et c'est là que tu t'aperçois qu'il y a tout un discours qui Hmm. enjolive une réalité qui va, elle, en s'aggravant. Et Ouais. quand je suis au sein de l'Union européenne, que je vois les tractations secrètes entre des représentants du grand patronat, des Hmm. eurodéputés et des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, et je m'intéresse bien évidemment aux origines de l'Union européenne et à faire que, mais comment la grande finance intervient au sein de l'Union européenne, comment est mis en place le traité de Maastricht et quelles sont les conséquences que nous connaissons aujourd'hui dans tous les Hmm. domaines, que Ouais. ce soit la santé, l'agriculture, on le voit, Ouais. que ce Hmm. soit l'industrie, puisque la France est aujourd'hui un des pays d'Europe les plus désindustrialisés, que ce soit l'emploi, que ce soit la qualité de vie, la pauvreté qui s'accroît, etc. Donc tout ça, ça m'a amené à m'intéresser évidemment aux origines de l'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui ce qu'essaient de mettre en place les dirigeants de l'Union européenne, à savoir un État européen supranational que souhaitent Ouais. mettre en place les États-Unis pour Ouais. dominer l'Europe depuis les années 40-50, quoi.
Et on va en parler ce matin. Alors, c'est Bilan Noir. C'est pas le livre pour lequel tu viens aujourd'hui, mais je vous invite à le lire. Bilan Noir, l'Union européenne contre la France, chez Jean-Cyril Godefroy. Vraiment, procurez-vous-le. Il y a vraiment plein d'infos. Jean-Loup Isambert, confrère, travaille excessivement bien là-dessus. Et c'est très pédago. C'est ça qui est intéressant avec toi, Jean-Loup. C'est qu'à un moment donné, c'est très agréable à lire, enfin, effrayant à lire, mais agréable dans le sens où on comprend bien le déroulé et les explications sont claires. Et je vous invite à lire ce livre-là. Ce matin, je te reçois pour empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe. Il y a plein de choses à dire. On va en parler de cet État, même pas un État fédéral, un supra-État. Pourtant, je suis spécialisé de ces questions et j'ai relu ça avec beaucoup de plaisir et d'effroi, je ne te le cache pas. Je voulais qu'on fasse un petit stop, notamment aux dernières déclarations d'Emily O'Reilly, qui est la médiatrice de l'Union européenne, qui est sur le point de partir de son poste en février. Elle a quand même dit que Ursula von der Leyen travaillait dans une opacité totale avec des consiglieri. Les consiglieri, je vous rappelle, ce sont les conseillers des parrains mafieux. C'est ces mots, c'est pas moi qui les invente, mais c'est dingue. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré Ursula von der Leyen, alors qu'elle a quand même écrit pour qu'elle lui donne ses textos qu'elle avait échangés avec Albert Bourla notamment. C'est incroyable, ces déclarations. Oui, tout à fait, mais ça a été dénoncé aussi à plusieurs reprises par des eurodéputés, comme l'a regretté Michel Rivasi, qui avait dit au moment de la passation des vaccins, sur ces les pseudo-vaccins ARN messagers, que ça engageait des milliards d'euros de fonds publics, mais que toutes les décisions ont été prises en comité restreint dans une opacité la plus totale. Et alors, je le rapporte dans Tous vaccinés, tous en danger. Je ne sais pas si je t'avais transmis l'enquête que j'ai faite, que j'ai publiée chez Yes Éditions, et où j'explique comment, alors qu'il y a des eurodéputés, même au sein même de ce Parlement dit européen, qui posent la question à Ursula von der Leyen en disant « Mais enfin, madame, il y a un comité de pilotage que nous avons mis en place pour l'achat des vaccins contre la Covid-19 et vous allez traiter directement avec le PDG de l'une de ces sociétés, la société Pfizer aux États-Unis. Nous voulons connaître le contenu des échanges que vous avez eus parce que c'est en pleine période de négociation commerciale. » Et elle refuse. Elle refuse et il y a tout un système qui se met en place pour pas qu'elle ait à publier. Alors les eurodéputés demandent à ce qu'elle vienne s'expliquer devant le Parlement, ce qu'elle refuse. Et il va y avoir quelque chose dont je parle justement dans le livre, c'est que les dirigeants de tous les groupes politiques du Parlement européen vont se réunir entre eux avec le président du Parlement européen et entre eux, ils vont tomber d'accord sur le fait qu'elle n'a pas à s'expliquer sur le SMS qu'elle a envoyé au PDG de Pfizer. Alors ça donne bien une idée de cette nomenclatura qui a mis main basse sur les organes dirigeants de l'Union européenne. Et pourtant, on vient nous, les europhiles, les eurobéas, les eurogagas, viennent nous raconter qu'il y a un Parlement européen qui est censé contrôler, ce qui n'est pas censé être un exécutif, mais c'est un exécutif et on va en parler ce matin parce qu'il y a des choses absolument incroyables dans ce livre. C'est pour ça que je te reçois, Jean-Louis, ce grand entretien ce matin, Jean-Louis Isambert, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe, c'est aux éditions Culture et Racines. Procurez-vous-le dès que possible parce que c'est un bouquin, comme souvent et comme tout le temps avec Jean-Louis Isambert, qui s'amuse à cannibaliser notre temps avec de bonnes lectures. C'est assez pénible d'ailleurs de devoir lire des livres très intéressants. En tout cas, merci, chers amis, partagez, likez. Il faut faire exploser les audiences. Toxin a été la meilleure et très souvent, chaque semaine, la meilleure, la plus grosse matinale sur YouTube devant France 24 et autres. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité du lundi jusqu'au vendredi. C'est parti pour l'interview. Alors là, empêcher l'Europe, bien entendu, c'est l'implication américaine et aussi la trahison de nos élites depuis la Seconde Guerre mondiale. On va en parler, on en a reparlé et on va essayer de faire un panel ce matin et une analyse sur ce livre-là parce que c'est exactement intéressant. Première question d'ordre général, Jean-Loup, et on va essayer d'aborder le maximum de sujets dans le temps qui nous est imparti. Quel rôle exact les États-Unis ont-ils joué dans la conception de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale avec Jean Monnet, tous ces gens-là qui se sont mis d'accord pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui. Les États-Unis ont joué un rôle d'influenceur essentiellement, de manière à se préparer un terrain qui leur permette de pousser plus loin. On passe après de l'influence à l'ingérence dans les affaires des pays d'Europe. Bon, je donne plusieurs exemples à l'intérieur du livre, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je me suis intéressé aux pères fondateurs.
Alors, les Oui, pères fondateurs que l'on présente comme étant de grands visionnaires, les architectes de l'Union européenne, qui sont principalement Jean Monnet, Antoine Pinay, le ministre Spaak, oui. Robert Schuman et d'autres, Mm. je me suis intéressé à eux parce que j'ai cherché à savoir qui étaient ces gens qui étaient présentés comme des pères fondateurs. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu aux États-Unis la même démarche avec Mm. les pères fondateurs des États-Unis, qui Mm. étaient au départ ceux en 1776 qui Mm. ont créé, qui ont fondé les États-Unis. Et j'ai retrouvé les mêmes terminologies employées pour les pères fondateurs de l'Europe. Donc la question qui vient, c'est qui sont ces pères fondateurs? Donc j'examine d'abord la documentation officielle, à savoir celle qui existe au sein de l'Union européenne, auprès de la Commission européenne, dans différents organes de communication de l'Union européenne. Et quelque chose retient tout de suite mon attention, c'est que pour plusieurs, la quasi-totalité des pères fondateurs, toute la période historique des années 1936 à Mm. 1945, elle est traitée en quelques lignes. Alors, Ouais. je me dis, tiens, c'est curieux, voilà des gens qu'on présente comme des pères fondateurs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? De quel Ah côté? oui. Voilà, c'est ça qui est Ah oui. intéressant. Alors, Mm. par exemple, pour Jean Monnet, il y a un grand développement sur Jean Monnet, opposé au fascisme, il s'engage, il part aux États-Unis, il devient banquier. Et là, ça m'interpelle à nouveau. Je me dis, on ne devient pas banquier comme ça du jour au lendemain. Ou tu es banquier, Oui. ou tu es employé de banque. Je veux Oui, dire, surtout qu'il est issu d'une famille de Cognac et il était d'abord, c'est ça, hein, cette oui, histoire. il Hein, était tout à comme on fait. il est C'était représentant au Canada, aux États-Unis pour vendre les cognacs de Voilà, l'exploitation il a familiale. eu Hein. pas mal, il a été en Russie, il a été aux Ouais. États-Unis, au Mm. Canada, donc il a Mm. eu déjà pas mal de voyages et il avait rencontré quand il a travaillé aussi à la Société des Nations et où il Ouais. a fait la connaissance d'un homme, John Foster Dulles. John Mm. Foster Dulles qu'il va retrouver aux États-Unis. Monnet s'y rend au début des années 40 et Mm. on s'aperçoit qu'en réalité Jean Monnet, qui est présenté par la Commission européenne, quand je travaille et que je fais des recherches sur le passé de Jean Monnet aux États-Unis, je trouve des choses qui vont à contresens, mais alors complètement, de Mm. la belle histoire qui est présentée sur Jean Monnet, grand visionnaire et architecte de l'Union européenne. En réalité, Jean Monnet, ça va être l'ami intime, c'est comme ça que John Foster Dulles l'appelle, l'ami intime donc de John Foster Dulles. John Mm. Foster Dulles, qui sera plus tard secrétaire, qui sera chargé des affaires étrangères des États-Unis et ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et dont le frère, Mm. Allen Dulles, sera le premier directeur civil de la CIA. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que John Foster Dulles, au moment où Monet débarque aux États-Unis, est un soutien du parti nazi Mm. et qu'il est dans l'entourage il est associé à un important cabinet d'avocats, Sullivan et Cromwell, cabinet d'avocats new-yorkais, qui est l'un des plus importants cabinets des États-Unis de l'époque. Et John Foster Dulles, à l'intérieur de ce cabinet, travaille avec d'autres. Principalement, il va mettre Jean Monnet en contact avec George Burnham. George Burnham, qui lui vient de la banque, qui est un affairiste qui vient d'une banque de Boston, je crois, qui a fait faillite. Et il va s'associer avec Jean Monnet. Ils vont faire une société, ils vont faire plusieurs sociétés même, et dont l'une des sociétés, l'une de ses principales activités, ce sera de blanchir les entreprises du Reich allemand. Ouais. Alors, Oui. blanchir, quand je dis blanchir, ça veut dire utiliser des procédés juridiques et financiers de manière à ce que les entreprises allemandes n'apparaissent plus comme allemandes. Il D'accord, oui. s'agit, il s'agit de mettre leurs sièges sociaux pour plusieurs d'entre elles dans des Ouais. pays dits neutres, comme la Suisse ou la Suède Mm. principalement. Et ce qui va permettre, quand le Congrès des États-Unis va voter l'interdiction du commerce avec l'ennemi, ça va permettre aux grandes sociétés transnationales états-uniennes comme ITT, Ford, Mm. General Motors, IBM, Texaco et compagnie, de continuer de travailler avec les grandes firmes allemandes et de soutenir l'effort de guerre nazi. Mm. Et Jean Monnet ira même traiter, et il y a Philippe Mioche, il y a différents universitaires, Annie Lacroix-Ries, qui ont fait des travaux sur Jean Monnet sur cette période-là, dont j'ai retrouvé des éléments essentiels. Et Mioche, le professeur Mioche aura, lui, la possibilité d'accéder aux archives du premier groupe d'un grand groupe chimique Mm. d'Europe de l'époque qui s'appelle le groupe Solvay, qui est en Belgique, qui est le plus grand groupe, l'un des plus grands groupes chimiques d'Europe, qui travaille avec IG Farben en Ouais. Allemagne. Et c'est un groupe qui
par son activité, est stratégique pour le Reich allemand. Mm. Donc, ce Ouais. que vont faire les Allemands tout de suite, ils vont placer une administration à la direction du groupe. Et Jean Mm. Monnet, qui était rémunéré déjà à partir des années 36, je crois, par ce groupe pour différentes interventions, va continuer d'être rémunéré par l'administration nazie du groupe Solvay pendant la guerre Mm. jusqu'en 1945. Ah oui, incroyable. Parce que là-dessus, tu mets quand même un exergue des choses. Enfin, franchement, on se pose des questions et tu te les as posées. Ce matin, tu les réponds pour nous. Ces relations régulières entre les milieux impérialistes américains, le Reich et le régime de Vichy pour continuer la discussion. Enfin, à un moment donné, comment et pourquoi, j'ai envie de te poser la question aussi. Ah ben, et c'est la raison, elle est simple, c'est que tu as aux États-Unis, au sein du pouvoir politique des États-Unis, ce qu'on appelle les milieux impérialistes, Mm. c'est-à-dire ce sont des gens qui n'envisagent pas le monde en dehors de la loi des États-Unis. Mm. C'est-à-dire pour eux, le monde ne peut exister, ils sont les porteurs, ils sont un peu les missionnaires à travers le monde d'une tâche que Dieu leur a confiée, à savoir la Pax Americana, et Ouais. que Mm. tout le monde ne peut vivre heureux que sous la bannière étoilée Ben des oui. États-Unis. Ouais, Et ouais. quand tu lis des thèses qui ont été émises, des travaux qui ont été faits par des cercles de ces milieux impérialistes, que ce soit pour le nouveau siècle américain, que ce soit des associations qui ont suivi, où se retrouvent là les dirigeants de grandes sociétés transnationales, des hauts fonctionnaires, mais qui sont accrochés à cette idée d'impérialisme. Je veux dire, tu retrouves toujours ces idées, mais tu te demandes si tu n'as pas affaire à des malades. Ouais. Où tu as écrit noir sur blanc, il y en a qui t'écrivent noir sur blanc que quels que soient les moyens employés, il faut utiliser la guerre, il n'y aura pas de paix. Ouais. Il faut utiliser la guerre par tous les moyens pour que les pays soient ouverts à nos assauts culturels. Mm. Donc tu as cette volonté. Du reste, je donne deux exemples dans le livre Mm. qui dénotent bien cette mentalité impérialiste. Alors la mentalité impérialiste qui vient à partir des années 1900-1920, c'est-à-dire à partir du moment où les grandes banques deviennent propriétaires du capital industriel. Mm. Tu as en 1914, en décembre 1914, tu as, pour donner quand même ce que c'est que l'impérialisme des États-Unis, Washington va envoyer à Haïti des Mm. navires de guerre. Mm. Les Marines vont pénétrer dans la Banque d'Haïti, ils vont voler tout l'or de la Banque d'Haïti, qu'ils vont rapatrier dans des caisses jusqu'à leur Mm. navire de guerre, et ils vont repartir après avoir massacré évidemment la population d'Haïti, et qui va s'opposer à ce pillage, et l'or va être entreposé dans les banques de Wall Street. C'est formidable. C'est formidable. Et ils vont chasser les Français et ils vont Ouais. imposer après, Ouais. ils vont faire d'Haïti une sorte d'arrière-cour, quoi, où Oui. ils vont régenter complètement le pays. 4 Mm. ans après, en 1918, alors que la guerre de 14-18 n'est pas achevée en Europe, ils vont organiser une coalition, alors qu'ils vont appeler une coalition internationale, mais Mm. ils vont, sans aucune déclaration de guerre, ils vont, avec les forces d'autres pays, principalement l'Angleterre, la France, l'Allemagne, mais aussi le Japon, ils vont faire une succession, envoyer des corps expéditionnaires en Russie pour se partager la Russie. Mm. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant la révolution russe de 1917, l'économie russe était principalement entre les mains des grandes banques états-uniennes et anglo-saxonnes. Il Mm. faut savoir que Herbert Hoover, qui sera plus tard président des États-Unis, possède des centaines de kilomètres de voies ferrées, des mines de Mm. cuivre, des mines d'or, des compagnies maritimes, avec des représentants des membres de la grande bourgeoisie tsariste. Donc tous ces gens-là, les Anglais, ils se sont même fait un plan pour se partager la Russie. Les Ah ouais. Français et les Allemands envisagent de prendre les Allemands veulent occuper les pays baltes et l'Ukraine. Les Français sont intéressés par tout ce qui est armement, par le Ouais. bois. Les Japonais veulent occuper la Sibérie. Donc il y a une coalition de pays qui, sans déclaration de guerre, la guerre va quand même durer de 1918 à 1924. Et ce Ouais. n'est qu'en 1924 que l'Angleterre va s'avouer vaincue. Il va y avoir quand même plusieurs centaines de milliers de morts, si ce n'est des millions. Ouais. Et Mm. Mm. parce que le peuple russe est très attaché à sa terre et à sa culture. Et tous ces soldats qui viennent et qui vont soutenir les armées blanches, en réalité, vont répandre la misère, détruire Mm. les récoltes. Et ce qu'ils veulent, c'est préserver, parce que tu trouves à l'époque
avant la révolution russe, tu trouves la banque Rothschild, mais tu trouves la Barclays, tu trouves les Ouais. grandes banques, la Société Générale, les grandes banques des États-Unis, les grandes familles, les Bush, etc., qui sont propriétaires des principaux, des secteurs clés de l'économie russe. Et quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, ils disent, messieurs les capitalistes, c'est fini. Les profits des entreprises, nous allons les mettre au service du développement des entreprises et du pays. Ce n'est plus pour engraisser vos actionnaires qui se trouvent à l'étranger. Et ça, ils n'ont pas supporté. Donc, ils ont déclenché cette intervention armée. Mais c'est ce que tu vois dans tous les pays. Quand tu Ouais. reportes cette mentalité et cette manière d'agir aujourd'hui, par exemple sur les pays du Maghreb, mais ils ont profité de l'imbécilité des dirigeants des dirigeants de l'Union européenne et français. Et quand tu vois le résultat depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu t'aperçois qu'à exception faite du Maroc et de l'Algérie, quand tu prends tous les pays depuis la Tunisie jusqu'à la Syrie, ils ont réussi à se servir des services occidentaux pour déstabiliser ces pays. Et aujourd'hui, qui tirent les marrons du faux? Leurs sociétés transnationales qui pompent le pétrole et le gaz en Libye, qui veulent faire la même chose en Syrie, qui ont tenté aussi de renverser le pouvoir en Égypte. Tu te rappelles ce Oui. qui s'est passé? Ouais. Donc, tout ça, si tu veux, ça procède de la même mentalité. C'est ce qu'ils appellent entre eux s'approprier des nouveaux territoires économiques. Oui. Parce que leur système est en crise profonde aux États-Unis. Les États-Unis sont surendettés. Je veux dire, c'est une situation catastrophique. Et c'est une espèce de fuite en avant. Et cette fuite, elle est d'autant plus aggravée qu'aujourd'hui, tu as des pays qui n'acceptent plus ce dictat et qui se regroupent au travers des BRICS, du format BRICS. Ouais. BRICS plus, hein, au départ, Ouais. c'était le Brésil, la Russie, Ouais. l'Inde, la Chine. Et aujourd'hui, tu as quand même, ça commence à représenter près de la moitié de l'économie du monde. Il y a l'Indonésie qui se pose la question, qui est le plus grand pays musulman au monde, qui a demandé à adhérer aux BRICS. Tu as l'Arabie Saoudite aussi qui est en train de se poser la question, parce que ces pays n'acceptent plus la domination des États-Unis. Autant ils sont prêts à travailler dans le cadre de coopérations mutuellement avantageuses comme cela se fait au travers des BRICS, autant ils n'acceptent pas que l'on vienne chez eux en disant notre base militaire, on va la poser là, c'est notre société qui va s'en emparer, le gaz, on va détruire, comme ils l'ont fait, le gazoduc qui vient de Russie en Allemagne pour pas que les Russes puissent travailler avec l'Europe, comme ça on va leur imposer le gaz de schiste, etc., etc. Mais tout procède... Étonnamment, enfin pas étonnamment, mais on le sait. Et contrairement, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, les pays membres maintenant, sont carrément de plus en plus affidés, vassalisés aux États-Unis, à la différence des BRICS, Jean-Loup. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah oui, complètement. Et c'est du reste pour ça, quand j'ai publié Les Ouais. Destructeurs, la Ouais. première partie de cette enquête en 3 volumes, j'ai voulu terminer le dernier chapitre sur les BRICS pour montrer ce qui est intéressant, justement, c'est que au travers des BRICS, tu n'as pas d'organisation pyramidale centralisée comme l'Union européenne. Ouais. Tu as des décisions qui sont proposées par les parlements nationaux aux États. Les parlements décident, par exemple, d'entamer, de négocier un projet. Je vais te prendre un exemple, une ligne à très grande vitesse, par exemple, qui Ouais. va aller de Moscou à Pékin en 48 heures, et sur laquelle viendront se fixer de manière transversale après des aéroports d'autres trains plus lents, mais qui permettront d'aller vers les régions du Sud et les régions du Nord, aussi bien sur l'Asie que sur la Russie. Bon, mais c'est un projet qui est débattu dans les parlements nationaux, qui revient après qui est au sein des BRICS. Au sein des BRICS, les partenaires qui sont concernés par ce projet travaillent entre eux. Et je veux dire, et le projet prend forme. Moi, quand je travaillais sur les questions de groupes criminels qui étaient protégés par des dirigeants français dans les années 2006-2010, je me suis rendu au Maroc. Et au Maroc, à cette époque, tu avais des représentants de la Fédération de Russie qui travaillaient avec des Marocains sur différents marchés, notamment dans le secteur agricole, sur les terres agricoles de la région de Larache, à l'ouest du Maroc. Et tu avais aussi des contrats sur les questions des télécommunications, pour des satellites, dans un tas de domaines. Mais tu n'avais pas de grandes structures pyramidales comme l'Union européenne, tu n'avais pas de lourdes chambres Ouais. de commerce et d'industrie. Tu avais simplement un conseil russo-marocain qui regroupait les représentants des deux États et les représentants des sociétés concernées.
Et ce sont eux qui travaillent ensemble et qui faisaient une coopération qui s'avère aujourd'hui mutuellement avantageuse, puisque le Maroc a gagné de nouveaux marchés en Russie et il en a pris encore d'autres parce que suite aux sanctions qui ont été imposées par Washington et qui a développé l'Union européenne, la France a notamment perdu des marchés dont sont emparées notamment des entreprises marocaines et d'autres, hein, bien sûr. Donc, pour te dire que ce sont des coopérations mutuellement avantageuses qui se développent au sein des BRICS. Et ce qu'il y a de formidable, cette note d'espoir, si tu veux, au travers de cette situation aujourd'hui qui est désastreuse, c'est que la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, des pays de cultures complètement différentes, l'Iran, etc., avec des croyances religieuses différentes, des systèmes politiques différents, au travers des BRICS, se mettent d'accord sur des coopérations mutuellement avantageuses. Et ça permet de créer des rapports, non seulement entre des gens qui viennent de sociétés et de systèmes différents, mais ce qui se fait aujourd'hui, mais ça servira demain, et je veux dire, parce que les gens ont tissé des liens et sont en train de tisser des liens qui plus tard vont se développer, qui vont profiter à ces pays. Quand tu vois par exemple les contrats qui sont passés entre l'Iran et la Fédération de Russie ou avec d'autres pays, je veux dire, ils sont avec le Brésil, il y a des choses formidables qui sont en train de se réaliser. Des choses, je veux dire, qu'on ne peut pas imaginer avec, par exemple, un institut qui est dédié aux mathématiques, à la recherche pure sur les mathématiques supérieures entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, mais qui va être ouvert plus tard à d'autres. Et c'est extraordinaire parce que tu as des étudiants qui vont venir de tous les pays dont les études seront payées, donc qui seront redevables après à leurs États un certain nombre d'années d'exercice, mais qui vont se rencontrer, qui vont tisser des liens, qui vont travailler ensemble et qui vont bâtir des projets qui se matérialiseront plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Je voudrais qu'on avance, mon cher Jean-Loup, parce qu'il nous reste plus que 5-10 minutes, parce que c'est ce grand entretien ce matin. Je te remercie d'être là, Jean-Louis Isenberg, pour ce livre-là. Je voudrais qu'on avance parce que j'ai encore pas mal de questions. Empêcher l'Europe, je voudrais qu'on réfléchisse. Je voudrais que tu nous donnes ton analyse sur les États-Unis contre l'Europe. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vous invite, chers amis, à lire le livre de Jean-Louis Isenberg, bien entendu, parce qu'on n'a pas toute l'émission, on ne peut pas aborder tous les thèmes du livre. Il est très dense, très intéressant, bien entendu, mais on va essayer de vous donner quelques pistes, du moins Jean-Loup. Voilà, les États-Unis contre l'Europe, c'est quoi? On a parlé des pères fondateurs, on a parlé de la création de l'Union européenne sous influence américaine. Aujourd'hui, les États-Unis contre l'Europe, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les grands enseignements qu'on peut en tirer, que tu en tires? L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que les États-Unis continuent leur processus d'intégration de l'Union européenne. Après avoir réussi le traité de Maastricht, alors qui ont été le fait d'atlantistes, hein, c'est Jacques Delors, c'est Raymond Barre, et tous ceux qui ont suivi après, je veux dire, aussi bien qui viennent de la droite que de la gauche. Ces États-Unis contre l'Europe, aujourd'hui, quelle forme ça a aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut arriver, il y a une concentration du capital au niveau international, dans le secteur capitaliste. Et cette concentration du capital s'accompagne d'une concentration du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il faut encore concentrer le pouvoir de décision politique. Et on passe là du stade de l'Union européenne à l'État fédéral européen, c'est-à-dire avec une concentration du pouvoir politique et administratif encore plus fort, qui, comme je l'explique dans le livre, s'est appuyé sur l'organisation qui avait prévu le rachaînement pour l'Europe, c'est-à-dire un pouvoir ultra centralisé qui était à Berlin, avec des hauts fonctionnaires qui avaient en charge de mettre en place une langue unique, une monnaie unique. Rappelle-toi la volonté de Berlin de faire que toutes les horloges des territoires du Reich soient à l'heure de Berlin. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, je vais te donner quelque chose qui s'est passé au Parlement. Le 13 décembre 2023, le Parlement européen se réunit à Strasbourg. Et ce Parlement va voter, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et décide, je cite, de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Je répète. Incroyable. Hein? Et alors, quand tu vois ce qui se passe en France… Le quel que soit, c'est la fin. C'est le quel que soient les résultats électoraux de l'autre côté. Quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Ce texte a été adopté par 485 députés contre 77
contre et 70 abstentions sur 720 députés. Et Ouais. quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en France, qu'est-ce Mm. qui va? Quels que soient les résultats électoraux, en France, c'est-à-dire que quand les Français, c'était déjà en Ouais. 2005, se prononcent contre le traité constitutionnel européen, Nicolas Sarkozy, qui s'était Mm. engagé à revenir par référendum devant le Ouais, peuple souverain, ouais, déchire ouais, les bulletins de vote en accord avec ouais. les dirigeants du Parti socialiste, ils réunissent Ouais. le Congrès à Versailles et Mm. ils font adopter le traité en question. Comme l'a dit Giscard d'Estaing, c'était la même boîte à outils, on a juste changé un peu l'ordre des Bah outils oui, dans la caisse. Hein. bien sûr. À l'époque, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Et quand tu vois aussi comment mais agit aujourd'hui Emmanuel Macron en Ouais. passant outre la décision du pouvoir du suffrage universel. Parce que si tu te fies au nombre de voix qu'ont élu, qui sortent Mm. des urnes, alors je ne parle même pas des élections présidentielles, on va dire des élections législatives, le Mm. parti qui a fait le plus de voix, c'est le Rassemblement national, Mm. et le parti qui a le plus de députés, c'est ce qui s'appelle le Nouveau Le Front NFPE. populaire. Ouais, Voilà, ouais. le Mm. Nouveau Front populaire. Bon, alors, ils n'ont pas de gros problèmes entre eux parce qu'ils sont tous d'accord sur le même programme. Ils sont tous d'accord du Mm. Parti communiste au Rassemblement national pour rester dans l'Union Ouais. européenne. Ils ne le disent pas de la Mm. même façon. Ils sont Oui. tous d'accord pour rester dans longtemps. Ils sont tous Ouais. d'accord pour poursuivre la guerre en Ukraine. Donc, Mm. c'est bien pour dire on est vraiment dans un simulacre de démocratie Ouais. où l'on voit un président de la République composer un gouvernement. Aujourd'hui, il en est réduit à composer un gouvernement avec ce qu'il peut trouver dans le tiroir des perdants, j'appellerais. C'est-à-dire qu'il va Ouais. chercher au fond du, hein, parce que bon, il a trouvé un Barnier, après il a trouvé un Bayrou, un homme qui depuis des années cherche à avoir un poste de Ouais. ministre. Oui, oui, il est allé à Lourdes 800 fois. Ah Je veux oui, il a dire, tout fait, hein. Il a tout fait, Bayrou, pour être là où il est l'image de aujourd'hui. la France à travers le monde, le rayonnement de Ouais. la France, quand tu Mm. vois ça, et Ouais, ça pose. on a eu Louis XIV à une époque, on a eu De Gaulle, puis maintenant on a François Bayrou, quoi. Tu vois, c'est le Oui, problème. voilà, exactement. C'est tout. Et, Non, mais et ça, c'est effrayant parce que cette idée même d'être contre l'avis peuple souverain de l'Union européenne, parce que tu le dis, il y a cette révision aussi du traité de l'UE sur le traité du fonctionnement de l'Union européenne du 22 novembre 2023. Là, oui, manifestement, ça y est, c'est clair. Et les députés, et tu le dis dans ton livre, il y avait pratiquement personne, notamment sur les bancs de l'hémicycle. Enfin, c'est la putréfaction, c'est le crépuscule de notre démocratie, hein, que nous vivons. exactement. Tout Ouais. à fait. Tout Mm. à fait. Mais c'est ce que tu écris fort bien dans Mm. La tempête qui vient, Ouais. justement, où l'on voit aujourd'hui que même l'Assemblée nationale n'est plus représentative Ouais. Mm. du peuple français, quoi. Parce que Ouais. tous ces partis politiques sont d'accord, je veux dire, sur l'Union européenne. Même Ouais. quand tu vois ces manifestations d'agriculture aujourd'hui, en Ouais. l'état actuel, elles sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que Mm. même la coordination rurale est d'accord pour une politique agricole commune, alors qu'elle Mm. en fait les frais. Mais Ouais. je pense qu'il faut quand même que ces gens-là réalisent que ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est que l'aggravation de ce qui existait déjà, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 30 ans, le RNBA, le revenu net de la branche agricole, a Ouais. régressé, et qu'en plus, il y a, je veux dire, tout un tas d'exploitations agricoles qui ont Mm. disparu pendant la même période. Donc, Mm. tu as vraiment là, on voit bien, c'est le même processus qui s'accélère. Et Mm. là, c'est frappant quand tu vois, avec ces élections, je veux dire, où on voit un gouvernement qui se constitue avec des perdants, quoi. Le président de la République constitue un gouvernement de perdants. C'est un nuit des morts vivants, ce truc. Ouais, ouais, C'est ouais. Mm. c'est complètement, Ouais. c'est Donc, affolant. finalement, on est quoi? On est devenu une sous-préfecture, Jean-Loup. La France, je parle par rapport à l'Union européenne et bien sûr par la vassalisation aux États-Unis. Aujourd'hui, on est devenu une espèce ouais, De pas de commune, comptoir. je veux dire, une province comme chez nos amis québécois. On est une province avec un petit concile de gens qui décident de trois trucs et qui finalement sont totalement vassalisés à l'Union européenne, qui est elle-même, sans mauvais jeu de mots, en format poupée russe aux États-Unis. C'est ça un peu le schéma? C'est ça, tout à fait, parce que Ouais. tu as notamment Mm. euh, Mm. du reste, tout est fait pour essayer d'éloigner quand tu vois, ça se fait dans le temps, cette construction. Mm. Mm. Et là, ça s'accélère. Ça s'accélère parce que la grande l'oligarchie financière a besoin de gagner ses territoires économiques pour préserver ses privilèges. Mais on Mm. arrive dans une situation de tension actuellement. Mais je veux dire, tout ça, ça s'est construit au fil des années, ça s'est construit dans le temps. Et par exemple, éloigner les citoyens des centres de pouvoir.
Ça, c'est important. Regarde aujourd'hui la fréquentation dans les communes des conseils municipaux. Je veux dire, ça n'existe pratiquement plus, sauf Ouais. dans les communes où tu as des élus locaux qui font des assemblées populaires. Là où Ouais. tu as sur des projets, mais je veux dire, ce n'est pas ce qui domine la vie politique Oui, française, oui. des Ouais. collectivités territoriales. Les Ouais. grandes régions qui ont été faites, c'est aussi Oui, pour éloigner les sous citoyens Hollande, ouais. des Mmh. centres de pouvoir, Ouais. exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, on les délègue et tu as des élus qui se présentent à des élections, qui viennent. Et c'est ce que je Mmh. dis dans le livre. Quand j'ai écrit Bilan noir, je dis, Mmh. mais attendez, il y a des millions de Français qui vont voter pour des eurodéputés qu'ils ne Ouais. connaissent pas, dont ils ne savent pas qu'ils vont voter ensemble souvent quand ils seront au Parlement européen avec Ouais. celui avec lequel ils se sont affrontés dans les médias. Mmh. Et ils vont, alors qu'ils votent ensemble, moi, ça ne me gêne pas s'ils votaient Mmh. des textes qui vont dans le sens de l'intérêt général, mais ils vont Mmh. voter ensemble des textes qui vont profiter à des intérêts particuliers. Ce n'est Mmh. pas pour rien que tu as au sein de l'Union européenne plus de 3000 lobbyistes qui se répartissent les eurodéputés et où tu as Business Europe qui est la formation, le lobbying, le lobby patronat européen, des pays membres de l'Union européenne, pardon, Mmh. qui fait lui aussi son travail, où ils écrivent pratiquement les textes avec les hauts fonctionnaires de la Ouais. Commission européenne qui seront soumis Ouais. au Parlement. Donc c'est Mmh. évident que ces textes-là, ce ne sont pas des textes qui sont conçus pour profiter à l'intérêt général, ce sont des textes qui sont conçus pour profiter aux grandes sociétés transnationales de l'économie et de la finance. Dernière question, alors réponse courte, en 3 minutes, puisqu'on on arrive à la fin de l'entretien et je vous invite, chers amis, à bien sûr à acheter le livre de Jean-Louis Zambert. Jean-Louis, selon toi, rapidement, puisque notre temps est imparti, est écoulé, comment on peut se désincarcérer de ça, de l'Union européenne, de la vassalisation des États-Unis? Comment c'est possible? Les élections, à première vue, ça marche plus très bien finalement. Les législatives, ça, c'est pas le truc le plus à la mode en ce moment, hein. Manifestement. Pourtant, notre pays repose là-dessus, hein. Oui, alors je vais te dire une chose, dans le cadre de ce travail, notamment sur Ouais. les destructeurs et l'Union européenne, sur Bilan Mmh. noir, Ouais. j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les partis souverainistes. Mmh. Et j'ai étudié les programmes de tous les partis politiques, dont ceux des partis souverainistes. Alors, Mmh. il y a les Patriotes, il y a le Ouais. PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, et Ouais. puis il y a le PARDEM, le Parti pour la démondialisation, mais il y a un tas d'autres partis comme ça. Et je me suis aperçu que tous ces partis ont des propositions similaires, voire communes, Ouais, à oui, oui, savoir oui. quitter l'Union européenne, quitter la Mmh. zone euro, quitter l'OTAN, Oui, entre rétablir la souveraineté de la France. Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan et ceux que tu as cités, c'est à peu près c'est la même base, hein, c'est la même structure, hein. Oui, alors bon, avec l'UPR, avec Ouais, Asselineau et ouais, moi personnellement, je ne suis pas partisan parce que ouais. vouloir quitter l'Union européenne en disant on va utiliser l'article 50 qui fait Mmh. que quand un Ouais, pays, ouais. un État membre veut sortir, c'est comme si tu allais demander la permission à celui qui t'a mis en tôle de pouvoir sortir, quoi, tu Ouais. vois. Ouais, Euh, ouais. Ouais. je veux dire, Ouais, ouais. euh, Ouais. la décision, c'est le peuple souverain. Mmh. Alors pour ça, il faudrait arriver à ce que les dirigeants de ces partis qui sont porteurs de l'espoir, qui sont porteurs de pouvoir briser ces chaînes qui nous enferment dans un carcan pas possible, où on est en train de s'enfoncer dans une crise terrible, alors que les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont en train de se développer. Regarde la Mmh. situation de Russie qui a été sanctionnée par les États-Unis et l'Union européenne, elle est aujourd'hui pratiquement en situation de plein emploi, en Ouais. train de Mmh. passer des contrats fabuleux, mais même pour sa jeunesse, je veux dire, qui partent à l'export, etc. Et nous, on est enfermés dans des règlements. Ouais. C'est une multitude de Mmh. règlements sur règlements sur règlements, Mmh. avec l'espoir, c'est le peuple souverain en marche qui prend en main ses destinées. Mmh. C'est en finir avec, comme tu l'as très bien écrit, Mmh. avec les tubes digestifs Ouais. Ouais. Oui, et, oui. et faire gronder la tempête qui vient, c'est-à-dire il faut en finir avec les manifestations. On l'a bien vu du reste, les états-majors syndicaux sont complètement discrédités pour Oui. la plupart. Par contre, Mmh. il se passe des choses formidables Mmh. dans les provinces, dans les Ouais. usines, dans les régions, dont ne parlent pas les grands médias, les médias subventionnés, que ce soit des grèves, que ce soit des initiatives, Mmh. des faits de solidarité, je veux dire. Ouais. Et là, il y a des choses à faire, vraiment à faire bouger. Mais ça Mmh. va dépendre des gens à la base. Il n'y a Ouais, rien ouais. à attendre. Il n'y a rien à attendre des états-majors politiques en l'état actuel, Mmh. exception faite peut-être des partis souverainistes, le jour où ils arriveront à se parler.
Oui, eh ben ça c'est la grande question. Je pense qu'il faudrait écrire quelque chose qui ressemblerait en termes de pages à la comédie humaine, à mon avis, parce qu'on est quand même. Je pense qu'il faudrait passer beaucoup de temps. En tout cas, merci beaucoup Jean-Loup d'être venu ce matin sur Tocsin dans le grand entretien. C'est Jean-Louis Zambert, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe, c'est aux éditions Culture et Racines. Rapidement, vous pouvez aussi vous procurer du même auteur, Bilan Noir, l'Union européenne contre la France, passionnant, je l'ai lu 2 fois, chez Jean-Cyril Godefroy cette fois, et aussi Les Destructeurs. US Imperium, la fin est toujours chez Jean-Chéri Godefroy. Vous avez toutes les références, chers amis. Il ne tient qu'à vous d'aller y jeter un coup d'œil. Merci Jean-Louis, on te souhaite une excellente journée. C'est moi qui te Des meilleurs remercie. vœux pour cette année Merci. 2025. Et, Et ne et, t'arrête. et Ouais. surtout la santé pour continuer le combat. Ben exactement, la ferveur, la persévérance, l'espoir aussi beaucoup, le travail énormément. En tout cas, meilleurs vœux à tous. Et merci Jean-Louis d'être venu, bien sûr, pour ce grand entretien de Tocsin. On te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et continue à commettre des livres. Nous les attendons avec de pied ferme. Voilà, bonne journée à toi Jean-Loup. Et nous, on Bonne continue. On journée. poursuit Et la- rendez-vous au mois de janvier avec l'abandon français que je vais publier avec Claude Janvier aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Eh ben voilà, c'est passé. Merci beaucoup. On jettera un coup d'œil à tout ça. Merci beaucoup Jean-Loup. Nous, on continue la matinale, chers amis. 7h30, 9h30.